comme elle va. La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour. Cette émission est toujours réalisée par Gilles Davidas, à la technique Éric Gérard, et aujourd'hui nous parlons du visible et de l'invisible. Quand je vois à travers l'épaisseur de l'eau, le carrelage au fond de la piscine, je ne le vois pas malgré l'eau. Les reflets, je le vois justement à travers eux, par eux. S'il n'y avait pas ces distorsions, ces zébrures de soleil, si je voyais sans cette chair la géométrie du carrelage, c'est alors que je cesserais de le voir comme il est, où il est, à savoir, plus loin que tout lieu identique. L'eau elle-même, la puissance aqueuse, l'élément sirupeux et miroitant, je ne peux pas dire qu'elle est dans l'espace. Elle n'est pas ailleurs, mais elle n'est pas dans la piscine. Elle l'habite, elle s'y matérialise, elle n'y est pas contenue, et si je lève les yeux vers l'écran des cyprès où joue le réseau des reflets, je ne puis contester que l'eau le visite aussi, ou du moins y envoie son essence active et vivante. Maurice Merleau-Ponty, l'œil et l'esprit, et c'est à partir de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty qu'aujourd'hui nous déchiffrerons ce visible et cet invisible. Pour nous conduire sur le chemin de la perception, le philosophe Guy Petit-Demange, auteur de Philosophe et philosophie du XXe siècle, un livre paru au Seuil. Et puis ce thème du visible et de l'invisible, qui a l'air compliqué comme ça, a priori, sera exploré ensuite par le philosophe Étienne Gruyot sous la forme « Sortir de l'ombre et fuir la lumière » vers 16h15. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Je vais dire quelques mots de ce philosophe Maurice Merleau-Ponty qui va nous conduire vers le visible et l'invisible et puis des petits points de repère que vous compléterez avec votre science à vous. Il est né à Rochefort en 1908, Merleau-Ponty, il est mort en 1961. Il a fait ses études à l'école normale supérieure rue d'Ulm, il a enseigné la philosophie à Chartres et à Paris, il a fait un doctorat en lettres sur la structure du comportement et la phénoménologie de la perception. Il a participé à la fondation de la Revue des Temps modernes avec Sartre et Simone de Beauvoir. Il s'est brouillé avec Jean-Paul Sartre à propos de l'impérialisme soviétique. Il a quitté les Temps modernes en 1953. Il a été élu à la Sorbonne. Il a enseigné au Collège de France. Et puis il disparaît brutalement en mai 61 à 53 ans. Alors on peut dire que sa philosophie est une philosophie existentielle. Vous en êtes d'accord, Guy Petit-Demange? Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une philosophie existentielle, mais à condition de bien définir existentielle. C'est-à-dire que, justement, vous conduisiez tout de suite au cœur du sujet. C'est-à-dire si, par existentielle, on entend quelque chose qui concernerait simplement l'existence pour elle-même, c'est plus qu'une philosophie existentielle. C'est la philosophie si on veut, de l'existence,
mise en face de quelque chose qui est son autre, un peu, qui est l'être, qui est la nature, qui est le dehors de l'existence. C'est-à-dire que chez Merleau-Ponty, c'est le contraire d'une philosophie de l'intériorité ou de la seule liberté. C'est une philosophie, enfin, ce sera le thème un peu de l'émission, oui, de moi-même et du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas mon existence seule, subjective. Le sujet est dans le monde. C'est probablement une des choses les plus intéressantes, les plus fascinantes chez Merleau-Ponty, c'est-à-dire que le sujet ne se suffit pas du tout à lui-même. Enfin, il est pris dans un monde, et ce monde, c'est à la fois la nature, c'est la société, c'est le passé, c'est les autres, donc c'est quelque chose de tout autre qu'une philosophie comment dire, de la subjectivité, oui, fermée sur elle-même, au sens où peut-être on entend de manière un peu spontanée et existentielle. Oui, bien sûr. Bien sûr, il se rattache à ce mouvement. Et le monde est toujours déjà là, avant la réflexion. C'est comme une présence inaliénable. Et tout l'effort, dans le fond, de la philosophie, c'est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner un statut philosophique. C'est un peu l'ambition de sa philosophie. Oui, c'est tout à fait vrai. Le monde est toujours déjà là. Enfin, on y reviendra là aussi. Ah oui. Le tout est de bien mettre en forme, enfin, cet être déjà là du monde. Donc une espèce d'antécédent par rapport à nous, ou de milieu dans lequel on se trouve. La chose la plus importante dans cet être déjà du monde, et là encore on y reviendra, c'est que le monde n'est pas un objet. C'est-à-dire que ce dans quoi nous sommes n'est pas un objet, n'est pas réductible à ce qu'on pourrait en dire comme d'un objet, comme d'une chose. Il y a quelque chose, la chose est vivante, si vous voulez. Toute la question de Merleau-Ponty, elle est un peu là. C'est que la chose, elle est vraiment vivante. C'est-à-dire que l'homme n'est pas tout seul, il est face à quelque chose d'autre. Et je crois, moi, je suis absolument d'accord avec la présentation que vous avez faite. Il y a deux éléments, justement, sur cette chose du monde qu'il faut pas oublier dans sa présentation de Merleau-Ponty. La première, c'est la participation en temps moderne, qui de fait a été très importante, et on aurait peut-être tendance aujourd'hui à oublier la part des écrits politiques de Merleau-Ponty, c'est-à-dire Humanisme et terreur, Les aventures de la dialectique, la moitié 55, du livre de Signe, qui est un des livres les plus importants de Merleau-Ponty, c'est de la politique. C'est-à-dire que il y a autre chose simplement que le sujet. Et la deuxième chose, je crois qu'il faudrait peut-être souligner dans cette préparation de la pensée de Merleau-Ponty, c'est l'influence du séminaire de Kojève avant la guerre sur Hegel. Je crois que c'était pour toute cette génération formée à Kant et au fond, un certain type d'idéalisme sur lequel peut-être on pourra revenir. C'était l'apprentissage d'une philosophie de l'histoire, du dehors, de une autre manière de voir le temps, une autre manière de voir le savoir. Et ça l'a marqué très profondément, même si il s'est toujours mis à distance de la pensée hegelienne, enfin, qui l'a marqué très profondément, mais enfin, il s'est mis à distance. Mais enfin, c'était décisif pour sa formation. C'est dans l'épreuve que je fais d'un corps explorateur voué aux choses et au monde, d'un sensible qui m'investit jusqu'au plus individuel de moi-même et m'attire aussitôt, de la qualité à l'espace, de l'espace à la chose et de la chose à l'horizon des choses, c'est-à-dire à un monde déjà là, que se noue ma relation avec l'être. Voilà ce que dit Merleau-Ponty. Alors pourquoi aujourd'hui Merleau-Ponty, Guy Petit-Demange ? C'est une question extrêmement pertinente, je trouve. C'est que Merleau-Ponty a subi une sorte d'éclipse, évidemment, avec le surréalisme, etc., avec le structuralisme et tout. Moi, ce qui me semble frappant je n'aime pas du tout le mot retour, mais mettons retour entre guillemets, dans la relecture aujourd'hui de Merleau-Ponty, relecture multiple et relecture internationale, pas du tout en France seulement, mais en Belgique, les Italiens sont très forts sur Merleau-Ponty, aux États-Unis aussi, même pour s'en distancer. Moi, je verrais comme ça, brutalement, trois éléments. C'est que le premier, c'est que chez Merleau-Ponty, on trouve reprises toutes nos questions.
c'est-à-dire le rapport à l'histoire de la philosophie, le rapport à l'histoire, le rapport à l'institution, le rapport à l'altérité, c'est-à-dire autrui, l'homme, la femme, le rapport à l'art, le rapport à la science. Il ne faut pas oublier que c'est capital chez Merleau-Ponty, ce rapport à la science. Et enfin, la défense d'une vocation propre de la philosophie, c'est-à-dire chez Merleau-Ponty à la fois cette idée très modeste, mais on y reviendra, d'une place de la philosophie, etc., mais une affirmation de la place de la philosophie aujourd'hui. Je veux dire, il y a une sorte d'apologie de la philosophie chez Merleau-Ponty. Plus personne n'ose le dire aujourd'hui. D'une certaine manière, tout le monde parle de l'engloutissement de la philosophie. Chez Merleau-Ponty, il y a au contraire une apologie de la philosophie. Et il faut voir ce qu'il entend par là. Quand il dit éloge de la philosophie, il dit le philosophe ne dit pas qu'un dépassement final des contradictions est possible et que l'homme total nous attend dans l'avenir. Comme tout le monde, il n'en sait rien. Exactement. Il dit, et c'est tout autre chose, que le monde commence, que nous n'avons pas à juger de son avenir par ce qui était son passé, que l'idée d'un destin dans les choses n'est pas une idée mais un vertige, que nos rapports avec la nature ne sont pas fixés une fois pour toutes, que personne ne peut savoir ce que la liberté peut faire, ni imaginer ce que seraient les mœurs et les rapports humains dans une civilisation qui ne serait plus hantée par la compétition et la nécessité. Il ne met son espoir dans aucun destin même favorable, mais justement dans ce qui en nous n'est pas destin, dans la contingence de notre histoire, et c'est sa négation qui est position. Ah, ça c'est une citation absolument parfaitement pertinente. Je crois que au fond, une sorte d'actualité de Merleau-Ponty pourrait enfin, d'actualité entre guillemets, mais parce qu'il faut pas en faire la vérité absolue, mais pourrait se comprendre de la manière suivante, c'est que chez Merleau-Ponty, toutes ces questions qui sont posées, au fond, elles n'ont pas de réponse à l'intérieur d'un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse a priori qui est faite, et d'un autre côté, il y a du sens à ces questions. Et je crois que un élément qui répond peut-être chez Merleau-Ponty, c'est cette idée de champ. C'est-à-dire qu'on est devant des espèces de choses ouvertes. Et là, je le cite, un passage de Signe, on y reviendra tout à l'heure. Nous sommes dans le champ de l'histoire, comme nous sommes dans le champ du langage ou dans le champ de l'être. Je crois que c'est ça, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Merleau-Ponty réouvre une sorte d'espace à l'intérieur duquel les questions se posent. Il n'y a pas de réponse préalable à ces questions. Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. Mais au fond, il y a une mise en place de l'espace dans lequel ces questions peuvent se poser et se formuler. La deuxième chose, et la citation que vous donnez, je crois, est tout à fait significative, c'est que il y a une phrase de Merleau-Ponty qui m'a toujours énormément frappé, c'est celle-ci, le langage dit péremptoirement quand il renonce à dire la chose même. C'est-à-dire, chez Merleau-Ponty, c'est pas du tout une philosophie d'essayiste. C'est une philosophie affirmative, absolument catégorique par certains côtés. Mais ce n'est pas le dernier mot sur les choses. C'est-à-dire que c'est justement il y a affirmation dans la mesure, donc non pas non-sens, mais il n'y a pas non plus une sorte de solution aux questions. C'est plutôt cette idée d'horizon, de champ, permet de bien poser des questions, d'une certaine manière, de les ouvrir. Le non pathétique et la liberté, c'est ce qui explique aussi cet intérêt, dites-vous, de Merleau-Ponty aujourd'hui, pour Merleau-Ponty aujourd'hui. Alors moi, je suis également persuadé de ça, oui. C'est-à-dire que je crois que chez Merleau-Ponty, enfin, il suffit de le lire, si vous voulez. Son œuvre n'est pas immense, pour découvrir quelque chose de ce ton un peu tout à fait spécial de Merleau-Ponty, qui n'est pas un ton théâtral, qui n'est pas qui est marqué de beaucoup de sobriété, de pudeur, de non pathétique, c'est-à-dire que ce qui ne veut pas dire que c'est pas extrêmement sérieux, mais bien quelque chose qui est, si vous voulez, chez lui, qui me frappe énormément, c'est une part de secret, si on veut, ou de silence. La place du silence chez Merleau est très, très importante. Le silence ne veut pas du tout dire qu'on cache quelque chose. Mais, au fond, qu'on ne vient pas à bout des choses. Le silence veut dire que
Il y a, non, peut-être pas du mystère, parce que le mot était peut-être trop chrétien, Oui. mais il y a de l'énigme. Et que donc le langage n'épuise pas complètement les choses. Donc il faut accepter que notre langage soit un langage d'une certaine manière toujours d'approche. Et il y a là quelque chose de capital chez lui, qui est l'idée, probablement on en parlera, c'est-à-dire un des vecteurs de la philosophie de Merleau-Ponty, c'est qu'est-ce que la vérité ? Ouais. Et la réponse, une des réponses préalables, si je puis dire, et constante de Merleau-Ponty, c'est que la vérité ne s'approche, chose qu'il a prise à Nietzsche, qu'à travers un voile. On ne dira jamais la vérité de l'existence, la vérité de la liberté, etc. Comme on dit comme on formule une équation mathématique. Non, elle est toujours à travers un voile, elle est toujours voilée, elle est toujours à la fois présente et en même temps dans une espèce d'hésitation, quoi. Et la deuxième chose que vous avez dite, je crois qu'elle est extrêmement vraie chez Merleau-Ponty, par rapport à toute la génération, peut-être qu'il a suivi, et même de son époque, je crois, et c'est pourquoi je pense qu'il est lu, c'est une philosophie de la liberté. C'est quelqu'un, d'une certaine manière, qui ne débouche peut-être pas sur une solution à tout, mais qui s'est arraché à quelque chose. Et là, je voudrais juste 3 lignes citer qui s'est arraché à la tentation du pouvoir. Les 5 lignes qui finissent les aventures de la dialectique, c'est magnifique, c'est-à-dire justement c'est le moment de rupture avec Sartre. Et avec le compagnonnage avec le Parti communiste, etc. Et voilà la fin de cette... Et je crois qu'elle explique beaucoup de la répercussion de Merleau-Ponty et probablement aussi de sa capacité de création. Voilà le texte. Ces gens voulaient régner et, comme il convient en ce cas, ils ont sollicité les passions tristes. Rien de pareil ne nous menace. Heureux si nous pouvions inspirer à quelques-uns ou à beaucoup de supporter leur liberté, de ne pas les changer à perte, car elle n'est pas seulement leur chose, leur secret, leur plaisir, leur salut, elle intéresse tous les autres. Je pense qu'il y a cet arrachement de Merleau-Ponty à quelque chose, enfin, cette espèce de libération, au fond, se répercute dans son travail philosophique. C'est-à-dire, c'est probablement une des œuvres les plus libres que l'on puisse connaître dans les modernes. C'est-à-dire qu'il n'a aucun goût du pouvoir, ni de s'imposer, non, c'est un cheminement personnel, d'une certaine manière. Le visible et l'invisible. Donc venons à ce travail de Merleau-Ponty, Guy Petit-Demange. Ce texte, c'est un texte qui est un texte inachevé, hein, parce que la mort l'a attrapé avant qu'il n'achève cet ouvrage. Et le titre prévu, c'était L'origine de la vérité. Aujourd'hui, alors il dit Merleau-Ponty que la vérité, c'est l'invisible, alors qu'aujourd'hui, le vrai, c'est le visible. On est dans une position étrange par rapport à la pensée d'aujourd'hui. Oui, le visible et l'invisible, en effet, dernière œuvre de Merleau-Ponty. C'est un titre magnifique, je crois, absolument, comme vous le dites, exemplaire de ce qu'a voulu faire Merleau-Ponty, c'est-à-dire faire apparaître
derrière le phénomène quelque chose qui fonde le phénomène et qui d'une certaine manière ne sera jamais visible et qui donne son poids de vérité comme ça en mouvement de ce qui se présente. Il y a une résistance du phénomène. Moi, j'ai appelé ça une résistance du phénomène. On pourrait aussi bien dire qu'il y a une résistance de il y a une persévérance des choses. Il y a une persévérance des... Il y a quelque chose dans le phénomène qui n'est jamais objet, ou totalement objet. Et vous avez raison, enfin c'est une œuvre inachevée, hein, mais Merleau-Ponty aimait bien les œuvres inachevées. Il a cette phrase sur Husserl. L'impensé, l'ombre. L'impensé, l'ombre. C'est que, comme il le disait, il y a des œuvres inachevées qui disent ce qu'elles voulaient dire. Hein, c'est dans Sims. Et il parle de Husserl. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une œuvre inachevée? Même une œuvre inachevée dit d'une certaine manière tout ce qu'elle avait à dire. Mais comment est-ce qu'on va définir, Guy Petit-Demange, le visible et l'invisible? En quel sens est-ce qu'il faut l'entendre? Parce qu'il dit problématique du visible et l'invisible. Justement dans ses notes, à la fin, vous savez, toutes ces notes de travail. Oui, qui sont capitales. Oui. Voilà, poser la question, la vie invisible, la communauté invisible, autrui invisible, la culture invisible, faire une phénoménologie de l'autre monde comme limite d'une phénoménologie de l'imaginaire et du cachet. Ne pas considérer l'invisible comme un autre visible possible ou un possible visible pour un autre. Voilà ce qu'il donne comme indication. Mais comment vous définiriez-vous ce visible et invisible? Vous allez immédiatement au cœur de la question et de la difficulté. C'est-à-dire que... Tant pis. Comment résumer ça de manière brutale comme ça? C'est-à-dire que progressivement, mais probablement on y reviendra un tout petit peu plus en développant, chez Merleau-Ponty, l'expérience du visible, ou du monde sensible en général, c'est-à-dire du tactile, même de l'audible, elle ne se résume jamais, elle ne se concentre jamais, et surtout elle ne se réduit jamais à la chose que l'on voit. C'est-à-dire, la chose que l'on voit est toujours une chose, comme il le disait dès ses premières œuvres, sur un fond. C'est-à-dire sur quelque chose qu'on voit pas. Hein. La lumière est produite par quelque chose qu'on ne voit pas, d'une certaine manière. Et c'est pas du tout qu'il y ait quelque chose, si vous voulez, la notion d'invisible chez Merleau-Ponty. Il est très important de comprendre que c'est pas quelque chose qu'on verra après. Non, pas du tout. C'est un invisible qui est mêlé au visible. C'est ça qui fait voir le visible, mais aussi qui le rend, d'une certaine manière, toujours mobile, enfin qui n'immobilise pas dans une forme, c'est-à-dire que le visible transporte plus loin. Hein, le visible, il est doublé par quelque chose. Et il est doublé par quelque chose qui en fait son essence. Il est doublé par justement ce qui fait que prenez une montagne. La montagne, elle est simplement la montagne. Et il y a comme derrière elle un mot fréquent chez lui, une réserve de visible, qui est encore de l'invisible et qui est inépuisable, et qui fait que le visible est inépuisable. Le visible ne se réduit jamais à une surface ou à des formes. Non, il est comme une espèce de source, il est comme alimenté par une source qui est justement l'invisible ou l'intangible ou ce qui sera finalement ce qu'il appelle l'être, quoi. Immergé dans le visible par son corps, lui-même visible, le voyant ne s'approprie pas ce qu'il voit, il l'approche seulement par le regard, il l'ouvre sur le monde. Et de son côté, ce monde dont il fait partie n'est pas en soi ou matière. Mon mouvement n'est pas une décision d'esprit, un faire absolu, qui décréterait du fond de la retraite subjective quelque changement du lieu miraculeusement exécuté dans l'étendue. Il est la suite naturelle et la maturation d'une vision. Je dis d'une chose qu'elle est mue, mais mon corps, lui, se meut, mon mouvement se déploie. Il n'est pas dans l'ignorance de soi, il n'est pas aveugle pour soi, il rayonne d'un soi.
L'énigme tient en ceci que mon corps est à la fois voyant et visible. Lui qui regarde toute chose, il peut aussi se regarder et reconnaître dans ce qu'il voit alors l'autre côté de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et sensible pour soi-même. C'est un soi non par transparence comme la pensée, qui ne pense quoi que ce soit qu'en l'assimilant, en le constituant, en le transformant en pensée, mais un soi par confusion, narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu'il voit, de celui qui touche à ce qu'il touche, du sentant au senti. Un soi donc qui est pris entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir. Pour le style de Merleau-Ponty, hein. C'est un extrait de L'œil et du visible. Oui, oui, l'œil et l'esprit. L'œil et l'esprit, pardon. Oui, oui. Non, mais c'est un passage absolument étonnant, absolument étonnant. Moi, bon, avant de tout commenter de ce texte, mais enfin, il faudrait le commenter de près. Moi, une première remarque qui s'impose, c'est, et je crois, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais un des traits étonnants chez Merleau-Ponty, c'est la place de l'écriture. C'est la place de l'écriture. Il y a une remarque de Claude Lefort, qui est probablement son meilleur commentateur, qui dit que le sujet philosophant chez Merleau-Ponty est inséparable. L'expérience de la philosophie est dépendante intrinsèquement de l'expérience de l'écrivain. C'est-à-dire que, de fait, il y a chez Merleau-Ponty comme une activité, si vous voulez, de même que le peintre peint, le philosophe écrit, et l'écriture, c'est pas un vêtement du dehors, c'est la naissance du sens, d'une certaine manière. Et je pense que c'est aussi une des raisons de sa séduction aujourd'hui, c'est-à-dire trouver une philosophie qui n'est pas un système, qui n'est pas une abstraction, qui est un engagement du corps, finalement, un engagement du corps dans l'écriture. L'écriture n'est pas du tout, c'est pas du tout la belle écriture de Merleau-Ponty, c'est pas du tout un beau style, c'est au fond une pensée qui devient corps, qui devient matière. La deuxième chose... Guy Petit-Demange, oui. Dans ce visible et invisible dont on parlait, le livre a une structure quand même très particulière. Il va reprendre tous ses travaux, tous ces travaux sur ces 150 grandes pages manuscrites avec une écriture très serrée, corrigée, recorrigée, écrit entre 59 mars et juin 59. Il reprend tout, la foi perceptive et son obscurité. Il reprend les réflexions et l'interrogation avec les différentes articulations. Il reprend la dialectique, interrogation et dialectique, interrogation et intuition. Il va tout. En fait, c'était une révision complète de la pensée de Merleau-Ponty. Est-ce qu'on arrive là à une ontologie? Ah ben voilà. Je crois qu'au propos du vide, tout ce que vous dites est, si je puis dire, parfait. Ce que vous dites sur le visible et l'invisible, c'est une formidable concentration de toute l'œuvre de Merleau-Ponty, de sa pensée. Seulement, d'un côté, il récapitule là-dedans tout ce qu'il avait dit, et en même temps, il y a un décalage, il y a un dépassement, il y a un débordement. Alors, en quoi donc il reprend un peu toute son œuvre précédente. Je crois qu'il y a deux choses qui sont accentuées dans le visible et l'invisible par rapport à tout ce qui était dit avant. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce que vous avez dit sur les attitudes. Oui. D'un côté, il y a la volonté chez Merleau-Ponty, la volonté radicale de dépasser le point de vue de la conscience. C'est-à-dire de moi qui serait le maître des choses. Et là, il y a une toute petite citation dans le visible et l'invisible qui m'a toujours beaucoup frappé. Ce que je suis au total, page 58, ce que je suis au total déborde ce que je suis pour moi. Il y a plus que ce que voit ma conscience, que ce que maîtrise ma conscience. Et cette espèce d'empire de la conscience, ce qu'il appelle la spiritualité cartésienne, pour lui, c'est l'illusion des illusions. C'est-à-dire que justement, il faut quitter le point de vue de la conscience. La deuxième, donc, il y a chez Merleau-Ponty une radicalisation de ce départ du point de vue de la conscience. Et la deuxième chose que vous dites, c'est parfait, c'est cette ontologie. Alors évidemment, le mot peut surprendre, mais donc cette pensée de l'être, cette pensée d'une qu'est-ce que c'est l'être?
qu'est-ce qu'il veut dire par être? Il veut dire, c'est pas tout à fait l'être de la tradition métaphysique, etc. Mais simplement, c'est un autre mot pour dire les choses, le monde, etc. Mais pour dire justement que ce ne sont pas des choses. Et donc, que par rapport au monde, nous ne sommes pas dans un rapport frontal. On est dans un rapport, comme il appelle très souvent, d'installation continuée, d'adhérence, d'adhésion, d'enveloppement, d'une certaine manière. C'est autre chose que des choses, c'est une autre dimension. Il l'appelle une dimension ontologique, et le mot, il va donner à l'idée d'être, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais il va donner à l'idée d'être un sens tout à fait particulier, mais ça c'est extraordinairement important, parce que, et ça renforce le point de vue qu'on disait tout à l'heure sur le débordement de la conscience, c'est-à-dire que par rapport à la conscience, dans le dehors, il y a une résistance, il y a quelque chose dont on ne fait pas le tour, il y a une extériorité, il y a un excédent, ou alors il y a une transcendance, c'est pas Dieu évidemment, en tout cas pas Dieu tout de suite, mais il y a une sorte de mystère de cet être du monde, il y a une sorte de fond, absolument capital pour le sujet humain. Je vous propose, Guy Petit-Demange, d'écouter la voix de Merleau-Ponty. Ce sont des causeries de 1948. Ah, il était très brillant à la radio. Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calcul pour y accéder, et qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ces causeries qu'il est dans une large mesure ignoré de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée. Si je veux savoir ce que c'est que la lumière, n'est-ce pas au physicien que je dois m'adresser? N'est-ce pas lui qui me dira si la lumière est, comme on l'a pensé un temps, un bombardement de particules incandescentes, ou comme on l'a cru aussi, une vibration de l'éther, ou enfin, comme l'admet une théorie plus récente, un phénomène assimilable aux oscillations électromagnétiques? À quoi servirait-il ici de consulter nos sens, de nous attarder à ce que notre perception nous apprend des couleurs, des reflets et des choses qui les portent, puisque de toute évidence ce ne sont là que des apparences, et que seul le savoir méthodique du savant, ses mesures, ses expériences, peuvent nous faire sortir des illusions où vivent nos sens, et nous faire accéder à la vraie nature des choses. Le progrès du savoir n'a-t-il pas consisté à oublier ce que nous disent les sens naïvement consultés, et qui n'a pas de place dans un tableau vrai du monde? Le monde vrai, dira le savant, ce ne sont pas ces lumières, ces couleurs, ce spectacle de chair que me donnent mes yeux, ce sont les ondes et les corpuscules dont la science me parle et qu'elle retrouve derrière ces fantasmes sensibles. Descartes disait même que le seul examen des choses sensibles, sans recourir aux résultats des recherches savantes, me permet de découvrir l'imposture de mes sens et m'apprend à ne me fier qu'à l'intelligence. Je dis par exemple que je vois un morceau de cire. Mais qu'est-ce donc au juste que cette cire? Assurément, ce n'est ni la couleur blanchâtre, ni l'odeur de fleurs qu'elle a peut-être encore gardée, ni cette mollesse que mon doigt sent, ni ce bruit mat que fait la cire quand je la laisse tomber. Rien de tout cela n'est constitutif de la cire, puisqu'elle peut perdre toutes ses qualités sans cesser d'exister. Par exemple, si je la fais fondre et qu'elle se transforme en un liquide incolore, sans odeur appréciable et qui ne résiste plus à mon doigt. Je dis cependant que la même cire est encore là. Comment faut-il donc l'entendre? Ce qui demeure, en dépit du changement d'état, ce n'est qu'un fragment de matière sans qualité, et à la limite une certaine puissance d'occuper de l'espace, de recevoir différentes formes, sans que ni l'espace occupé ni la forme reçue soient aucunement déterminés.
Voilà le noyau réel et permanent de la cire. Or, il est manifeste que cette réalité de la cire ne se révèle pas au sens tout seul, car eux m'offrent toujours des objets d'une grandeur et d'une forme déterminée. La vraie cire, dit Descartes, ne se voit donc pas par les yeux. On ne peut que la concevoir par l'intelligence. Quand je crois voir la cire de mes yeux, je ne fais que penser à travers les qualités qui tombent sous les sens, la cire toute nue et sans qualité qui est leur source commune. Pour Descartes donc, et cette idée est demeurée longtemps toute puissante dans la tradition philosophique française, la perception n'est qu'un commencement de science encore confuse. Le rapport de la perception à la science est celui de l'apparence à la réalité. Notre dignité est de nous en remettre à l'intelligence qui nous découvrira seule la vérité du monde. Guy Petit-Demange, c'est vrai que Maurice Merleau-Ponty a la question fondamentale, quel est notre rapport premier au monde, dans le visible et l'invisible. Il va examiner trois attitudes et puis les refuser en partie. Il va examiner la réflexion avec Descartes et Kant. Justement, là, on vient de voir le travail de l'intelligence chez Descartes qu'il réfute, la dialectique chez Sartre et puis l'intuition de Bergson et de Husserl. Comment est-ce qu'il va cheminer? Mais au début, je voudrais vous poser une question quand même. Au début était la foi perceptive. Au début, dans notre connaissance. Oui. Avant d'aborder la réflexion, la dialectique et l'intuition, qui sont des méthodes, des systèmes d'approche dans le fond du réel, il y a une expérience naturelle du monde qui est caractérisée par une croyance en l'existence de la réalité du monde, indépendamment de tout savoir. Et Merleau-Ponty, à un moment, dit « La philosophie, c'est la foi perceptive, s'interrogeant sur elle-même ». Hein? Alors, à partir de toutes ces questions, comment vous vous en débrouillez, Guy Petit-Demange? La foi perceptive, elle existe. C'est vrai que le monde est d'abord ce que nous voyons et que pourtant il nous faut apprendre à le voir. Oui. D'abord, le texte qu'on a entendu est un texte magnifique. Il est tiré des causeries qui sont une merveilleuse introduction à Merleau-Ponty. Moi, je crois que tout est commandé chez Merleau-Ponty par une phrase qui revient constamment chez lui, depuis la phénoménologie de la perception jusqu'à la fin. Il faut réapprendre à voir le monde. Donc, qu'est-ce que c'est que, si vous voulez, la question qui commande tout, c'est la question de notre rapport au monde. Alors, Merleau-Ponty est... Oui, mais il dit, il nous faut apprendre à le voir. Et il dit plus loin, il faut dire ce que c'est que nous et ce que c'est que voir. Oui, exactement. Voilà. Faire comme si nous n'en savions rien. Exactement. Comme si nous avions là-dessus tout à apprendre. Exactement. Et c'est là où vous rejoignez cette idée de foi perceptive, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. En quoi consiste la foi perceptive? En tout cas, pour lui, avant même de la définir, ou en même temps qu'il la définit, il y a trois attitudes par rapport au monde que vous avez énumérées, qui sont vraiment très intéressantes. Et en schématisant énormément, on pourrait dire ceci. Si vous voulez, ces trois attitudes, trois modèles, si vous voulez, trois attitudes capitales dans l'histoire de la philosophie, qui sont, au fond, l'attitude de l'homme par rapport au monde. Qu'est-ce que c'est que la réflexion? La réflexion, c'est donc de Descartes à Kant. La réflexion, c'est une attitude face au monde. Qu'est-ce que c'est que, dans la réflexion, qu'est-ce que c'est que l'homme? Il est conscience, ou bien il est un je pense, il est la pensée. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, il est un objet, il est une quantité, il est quelque chose de mesurable. Pour Merleau, il est quelque chose d'intelligible, immédiatement intelligible. Et pour Merleau-Ponty, cette attitude de la réflexion, il va la qualifier de menteuse. C'est un mensonge, dira-t-il. Ou même, il appellera ça un quiétisme. C'est-à-dire qu'on abandonne une partie de la question, d'une certaine manière. On voit tout le travail du sujet, mais on voit pas ce qui résiste du côté de l'objet. Deuxième attitude, la dialectique, c'est-à-dire essentiellement Sartre, c'est Hegel, c'est plus compliqué. La dialectique, dans la dialectique, qu'est-ce que c'est que le sujet? C'est moi qui vois. Je suis liberté, je suis une sorte de liberté totale. Par rapport à quoi? Par rapport à un monde qui n'est pas un objet, qui a un en soi, qui a une masse inerte, qui est quelque chose avec quoi je fais d'une certaine manière tout et à quoi je suis appelé à faire tout. Merleau-Ponty va, alors que pour Merleau-Ponty,
si vous voulez, dans la première attitude, le monde n'est pas un objet, il est quelque chose de pré-objectif. Hein. Le monde n'est pas un objet, la maison que je vois, le paysage, c'est pas simplement un objet, c'est quelque chose de pré-objectif, c'est plus qu'un objet. Dans l'attitude de Sartre, le monde, c'est pas simplement un en soi sauvage, une espèce de masse inerte. Qu'est-ce que ça va être? C'est quelque chose de structuré, quelque chose qui a des dimensions d'une certaine manière. Et la troisième attitude, qui est celle de l'intuition, au fond celle de Bergson, celle de Husserl, c'est que moi je suis intuition, et donc vision pure d'une certaine manière, et je vois le monde dans son essence, comme une chose transparente. Et pour Merleau-Ponty, cette attitude, qui est une attitude très étonnante, est une attitude mutilante. Et là, dans Le visible et l'invisible, il a une formule très belle, je trouve, dans une intuition par coïncidence ou fusion, tout ce qui est donné, tout ce qu'on donne à l'être est ôté à l'expérience, tout ce qu'on donne à l'expérience est ôté à l'être. Alors là, à partir de ces trois attitudes, je crois, on voit très bien, on reviendra tout à l'heure à la foi perceptive, qu'est-ce que c'est que le monde, finalement, pour la perception? C'est un être, c'est pas un objet, c'est quelque chose de pré-objectif, c'est quelque chose qui échappe. Ce n'est pas une espèce d'en soi inerte, c'est quelque chose de structuré. Et d'un autre côté, ce n'est pas quelque chose qui m'est donné complètement, c'est quelque chose qui est dans un écart, quelque chose qui est dans une distance par rapport à moi. Et qu'est-ce que c'est alors que une autre attitude que celle de la conscience, que celle de la liberté, que celle de l'intuition, c'est la foi perceptive. Et en quoi consiste la foi perceptive? Là, il y a juste un tout petit passage que je vais relire de la phénoménologie de la perception, l'avant-propos. Au fond, la foi perceptive, c'est se rapporter aux choses comme elles sont. C'est-à-dire que je crois, il y a une évidence du monde. Il y a une évidence du monde, et cette évidence du monde est une évidence d'une chose qui arrive comme épaisse, c'est-à-dire comme quelque chose que je vois et dont je ne fais pas complètement le tour. Et alors, voilà mais une chose évidente, c'est-à-dire une chose qui résiste à moi. Voilà ces quelques lignes qui sont étonnantes. Le réel est un tissu solide. Il n'attend pas nos jugements pour s'annexer les phénomènes les plus surprenants, ni pour rejeter nos imaginations les plus vraisemblables. La perception n'est pas une science du monde, donc Descartes. Ce n'est même pas un acte, une prise de position délibérée. Elle est le fond sur lequel tous les actes se détachent et elle est présupposée par eux. Le monde, donc après la perception, n'est pas un objet dont je possède par devers moi la loi de constitution, il est le milieu naturel et le champ de toutes mes pensées et de toutes mes perceptions explicites. La vérité n'habite pas seulement l'homme intérieur, ou plutôt il n'y a pas d'homme intérieur, l'homme est au monde, c'est dans le monde qu'il se connaît. Quand je reviens à moi à partir du dogmatisme du sens commun ou du dogmatisme de la science, je trouve non pas un foyer de vérité intrinsèque, mais un sujet voué au monde. Alors le monde, c'est ce que je perçois. On est bien d'accord pour Merleau-Ponty, mais le fait qu'il soit si proche, à proximité absolue, dès qu'on l'examine et qu'on l'exprime, ça devient inexplicablement une distance
irrémédiable. Mais chacun a un monde privé. Il y a un monde privé de chacun, dit Merleau-Ponty. Et les mondes privés communiquent. Oui. Chacun d'entre nous qui a d'abord commencé par être, comme il le dit, un fragile amas de gelée. Oui. C'est joli comme expression. Je crois que ce que vous dites conduit très bien, ramène très bien à l'idée fondamentale de Merleau-Ponty, c'est-à-dire que notre rapport au monde est un rapport de perception. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport de perception? C'est un rapport du corps. C'est pas du tout un rapport de l'esprit. C'est un rapport charnel. Donc, parfaitement individué. Donc, toutes les perceptions que l'on a du monde sont des perceptions, si je peux dire, multiples. Il y a vous, il y a moi, il y a un tel, il y a un tel. Donc, il y a une espèce de multiplicité de perceptions du monde qui sont données dans l'expérience sensible. Mais, la chose essentielle qui apparaît dans cette perception du monde, et je crois que ça, c'est vraiment un peu le cœur de la pensée de Merleau-Ponty, c'est que nous sommes relation avec le monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas, comment dire, ou un objet que je peux maîtriser, ou oui, il n'est pas. Non, entre le monde et moi, il y a une relation. Et il y a, comme il le dit dans Le visible et l'invisible, entre moi et le monde, et c'est là où se décide un peu toute sa philosophie, il y a un lien natal. Il y a un lien natal. Une parenté. C'est-à-dire que c'est pas un objet, le monde, pour moi. Je suis lié au monde un peu comme à autrui, hein, comme à quelque chose qui est bien sûr extérieur, mais qui est essentiel par rapport à moi. Et alors, Merleau-Ponty, surtout dans Le visible, et ce qui est important dans cette vision de la relation de mon monde chez Merleau-Ponty, je trouve c'est ceci, c'est-à-dire que il n'y a jamais séparation absolue et il n'y a pas non plus une fusion, hein. Et c'est pour lui, ça vaut pour autrui. Il parle tout le temps de la fissure de l'être. La fissure, oui, exactement, j'y viendrai. Il n'y a ni coïncidence, ni fusion. Hein, ni coïncidence, ni fusion. Ni rupture, ni absorption, c'est des termes de lui. Au fond, il y a toujours deux pôles, et c'est ça que je trouve le plus intéressant chez lui. Et alors, comment il qualifie la relation? Alors là, c'est assez étonnant chez lui, cette manière de qualifier la relation. C'est la fissure, c'est-à-dire une fission, hein. Ou alors il a un tas d'autres mots, le hiatus, c'est-à-dire que, au fond, c'est une relation qui, d'une certaine manière, maintient toujours cette existence de deux pôles. Ou bien, ce qu'il dira aussi, c'est distance et proximité, ou alors ségrégation, ou alors déhiscence, c'est un mot très très beau, c'est-à-dire comme une fleur qui s'ouvre, ou bien alors probablement un des mots les plus essentiels chez lui, une différenciation, c'est-à-dire que le surgissement de différence, plus on fait l'expérience du monde, plus on fait l'expérience de quelque chose qui nous résiste, et aussi de nous-mêmes qui résistons par rapport au monde, hein. Et ceci va entraîner chez lui cette espèce de basculement vis-à-vis de l'ontologie, c'est-à-dire que au lieu que dans une philosophie de la conscience, je domine le monde, là, dans cette perspective offerte par l'expérience sensible, je découvre que je suis du monde. Ou alors il y a un autre terme chez lui très important, c'est j'en suis. Je ne suis pas lui, mais je fais partie de cet englobement, de cette totalité qui m'enveloppe. Le monde est un milieu dans lequel nous baignons sans en être le centre. Exactement. Il n'est pas devant nous, il est autour de nous. Il est autour de nous. Il est autour de nous. Il n'est pas devant nous. Alors, c'est pas un objet. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le dehors, alors? Est-ce qu'on peut définir? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on peut définir un dehors dans ces cas-là? On ne peut pas, il n'y a pas de limite, d'une certaine manière. Mais il y a l'expérience d'un dehors, c'est-à-dire l'expérience de quelque chose d'irrésorbable, c'est-à-dire de quelque chose qui, c'est présent en nous, hein. De quelque chose qui, d'une certaine manière, échappe à la qualification. Et c'est une question absolument essentielle que vous posez, c'est-à-dire ce dehors chez Merleau-Ponty. C'est l'être, c'est ça l'être. C'est-à-dire quelque chose qui
une extériorité, d'une certaine manière, dont je ne ferai jamais le tour. Et Merleau-Ponty va l'appeler d'un tas de noms. L'être sauvage. L'être brut, l'être sauvage, l'être vertical, l'être caché, hein, ou l'infini même, un infini négatif ou un transcendant, si vous voulez, d'une certaine manière, quelque chose qui résiste toujours à mon pouvoir, mais cette résistance du dehors n'est pas quelque chose qui me limite, c'est quelque chose qui me suscite. Ouais. C'est-à-dire que... Alors le sujet humain, justement, voilà. Qu'est-ce qu'il devient dans cette résistance? Voilà la question absolument capitale, c'est que dans cette relation à l'être sauvage, à l'être brut, à l'être vertical, à ce que d'une certaine manière je ne fais pas là, qu'est-ce que devient le sujet? Alors là, je trouve que cette réflexion de Merleau-Ponty, elle est vraiment étonnante, si vous voulez. C'est que on pourrait dire qu'elle... Moi, je la résumerai en 3 points, mais bon, c'est infiniment trop scolaire. D'abord, ces 3 points, c'est que cette expérience du monde, donnée dans l'expérience sensible, donc dans voir, entendre, non pas seulement les choses, mais les autres, ça me fait sortir de moi. Le monde, page 27, c'est la seule chose, ça c'est formidable. Le monde, c'est ce qui me fait sortir de moi. C'est-à-dire de ma subjectivité close, d'une intériorité, etc. Mais en même temps, je suis inconnu à moi-même. Ah ben oui. Parce qu'il y a aussi cette part d'être caché, d'être sauvage. Alors justement, c'est le 3e élément. Oui. Mais la première chose, je dirais, c'est que le monde fait sortir de moi. Il me fait sortir de moi. La deuxième, c'est que en même temps, le monde me renvoie à ce que j'ai de plus moi-même. C'est-à-dire que c'est par le monde ou la passion du monde, la manière de vivre le monde, que finalement j'arrive, parce que c'est toujours une relation active, la perception, hein, j'arrive à dire ce qui m'est le plus personnel. C'est-à-dire que c'est en étant atteint par ce dehors dans la perception que j'en arrive à ma parole la plus propre. Autrement, non, c'est un sujet général qui parle en moi. Le savant, si vous voulez. L'artiste, c'est celui qui parle par lui-même. Et c'est une sorte de modèle de l'expérience du monde. Oui, c'est celui qui va prolonger la perception. Voilà. Oui. Et alors le dernier élément. Le monde me fait sortir de moi. Oui. Le monde m'amène à moi-même. Mais qui est ce moi-même? C'est la question que vous posez. Oui. Je n'en sais rien. C'est ça la chose extraordinaire chez Merleau-Ponty. C'est ce qu'il dit. Il y a une chose étonnante là et qui revient souvent. L'expérience sensible conduit à l'anonymat inné de moi-même. Au fond, ça ne veut pas dire un abandon d'irresponsabilité, évidemment, mais d'une certaine manière, vers la grande question, il le dit à plusieurs reprises dans le visible et l'invisible, la grande question de toute de tout ce voyage phénoménologique, c'est qui suis-je moi-même, hein, qui suis-je moi-même? Et il y a quelque chose comme et moi je trouve ça formidable, si je puis dire, personnellement. Finalement, on arrive, à travers ce qui est le plus personnel en soi-même, à quelque chose d'impersonnel, comme un visage inconnu de nous-mêmes. C'est pas une désubjectivisation qui me fait me quitter moi-même, mais c'est quelque chose qui me renvoie à des niveaux plus profonds de moi-même. Et là, il y a un texte aussi que je vais simplement dire. Oui. Notre expérience sensible, hein, est ce retournement, hein, qui nous installe bien loin de nous, entre guillemets, c'est-à-dire dans notre intériorité, en autrui, dans les choses. C'est justement tout le mouvement de la perception, d'une certaine manière, de l'expérience sensible, plus généralement, c'est ça. C'est ce retournement qui fait que on sort d'une subjectivité close sur elle-même. Elle nous remet au milieu de tout le reste, au milieu nous rend chose, d'une certaine manière. Il y a un autre texte, page 154, mais peut-être je ne vais pas le dire tout de suite.
Merleau-Ponty-Demange, dans cette recherche du visible et de l'invisible, cette compréhension, cette avancée de Merleau-Ponty à travers toute sa pensée, il y a une notion dernière qui est très importante et qui est la chair. Il dit, or cette chair que l'on voit et que l'on touche n'est pas toute la chair, ni cette corporéité massive, tout le corps. Alors, il y a une relation entre l'homme et le monde, mais il y a une implication, un monde nouveau dans lequel, vous dites, vous, finalement, c'est l'être qui est premier et fait advenir. Et l'implication, elle s'appelle chiasme, entrelacs. Oui. Vous avez dit le terme qui est très important, c'est que la chair, pour Merleau-Ponty, donc, qui dit qu'elle n'a pas d'existence dans le langage philosophique habituel, est la notion dernière. C'est-à-dire, finalement, la dernière qualification pour dire notre rapport au monde. Notre rapport au monde, c'est pas celui à un objet, etc. Il est de type qu'on pourrait qualifier, il se passe dans ce qu'il appelle l'élément de la chair comme élément. C'est un vieux mot de la tradition philosophique présocratique. Ah ouais, alors il dit la chair n'est pas matière, elle n'est pas esprit, elle n'est pas substance. Elle est un élément de l'être, oui, comme l'eau, l'air, la terre, le feu, elle est à mi-chemin. Voilà. Elle est à mi-chemin. Alors, il n'a pas trop développé ça, mais c'est extraordinairement intéressant, parce que qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans? Ouais, la chair. Je vais être un peu affirmatif, mais je veux dire que, avec la notion de chair, Merleau-Ponty ajoute un trait à l'idée qu'on avait vue tout à l'heure de la relation de l'homme au monde. La relation de l'homme au monde est donc une ségrégation, mais nous en sommes. Seulement, qu'est-ce qu'ajoute la chair? La chair, elle ajoute qu'il y a comme un mouvement de l'être vers nous. Il y a, d'une certaine manière, la relation entre moi et le monde, entre moi et autrui, etc. C'est pas quelque chose qui relève simplement de moi-même. C'est aussi quelque chose qui relève, d'un mouvement de la chose même. C'est-à-dire et Merleau-Ponty a cette formule extraordinaire de l'être est vertical, mais c'est aussi l'être poreux, l'être faible. D'une certaine manière, il y a comme une avancée de l'être vers nous. Il y a comme une sorte c'est exactement le contraire de la chose. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est comme un vivant, l'être. C'est comme quelque chose qui vient à nous de vivant, de suscitant, qui n'est pas aliénant. Et une tangence des qualités. Et une tangence des qualités. Et c'est ce qui, alors là, c'est quand même, et ceci est vraiment très important, c'est ce qui conduit. Alors là, il y a des pages éblouissantes dans la quatrième partie de la première partie du visible et l'invisible. D'une certaine manière, lorsqu'il y a cette rencontre charnelle entre moi-même et l'être, sous quelque forme que se présente l'être, c'est jamais l'être comme tel, c'est toujours à travers la nature, la montagne, les autres, n'importe quoi, c'est là que qu'on est véritablement suscité à nous-mêmes. C'est la fameuse page 189, c'est une seconde naissance. La naissance à cette chair du monde, c'est-à-dire qui me fait chair moi-même et qui me révèle le monde comme chair, c'est une seconde naissance, c'est une première fois. Et alors là, vous avez ce fameux passage, page 189, je lis juste, mais c'est un passage... Parce que vous avez tellement de plaisir à feuilleter Merleau-Ponty, allez-y. Oui, mais c'est pas gênant si je lis, c'est pas long. Hein. Voilà, c'est pour la première fois. Donc dans cette rencontre, finalement, charnelle avec l'être. C'est-à-dire que pour la première fois, le voyant que je suis m'est vraiment visible. Pour la première fois, je m'apparais retourner jusqu'au fond sous mes propres yeux. Pour la première fois aussi, mes mouvements ne sont plus vers les choses à voir, à toucher, ou vers mon corps, en train de les voir, de les toucher, mais ils s'adressent au corps, en général, et pour lui-même. Parce que pour la première fois, par l'autre corps, je vois que, dans son accouplement avec la chair du monde, le corps apporte plus qu'il ne reçoit, ajoutant au monde que je vois le trésor nécessaire de ce qu'il voit lui. Pour la première fois, le corps ne s'accouple plus au monde, il enlace un autre corps, s'y appliquant soigneusement de toute son étendue, dessinant inlassablement de ses mains l'étrange statue
qui donne à son tour tout ce qu'elle reçoit, perdue hors du monde et des buts, fascinée par l'unique occupation de flotter dans l'être avec une autre vie, de se faire le dehors de son dedans et le dedans de son dehors. C'est vraiment ça, cette espèce d'entrelacement. Mais ceci, ce qui est remarquable dans cette théorie de Merleau-Ponty, c'est que ceci n'est jamais sans un mouvement de ma part. Hein. Et il y a une autre formule que je voudrais juste rappeler parce qu'elle est très importante. Cet être dont on parle, comme mouvement, hein, on ne le trouve que par un mouvement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que, et alors il y a cette phrase et la suivante, l'être, donc cet être, oui, est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience. C'est-à-dire, c'est à partir de notre propre action, d'une certaine initiative, que se produit cette rencontre avec notre relation au monde comme une relation de chair. Je vous propose, Guy Petit-Demange, de retourner à Merleau-Ponty et de l'écouter dans ses causeries de 1948. Quand dans nos précédentes causeries, nous cherchions à faire revivre le monde perçu qui nous est caché par tous les sédiments de la connaissance et de la vie sociale, il nous est souvent arrivé de recourir à la peinture. Chez Cézanne, chez Juan Gris, chez Braque, chez Picasso, de différentes manières, on rencontre des objets, citron, mandoline, grappe de raisin, paquet de tabac, qui ne glissent pas sous le regard à titre d'objets bien connus, mais qui au contraire l'arrêtent, l'interrogent, lui communiquent bizarrement leur substance secrète, le mode même de leur matérialité, et pour ainsi dire, saignent devant nous. Ainsi, la peinture nous reconduisait à la vision des choses mêmes. Inversement, et comme par un échange de services, une philosophie de la perception qui veut réapprendre à voir le monde restituera à la peinture et en général aux arts leur vraie place, leur vraie dignité. Qu'avons-nous appris en effet à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. Quand je définis une table, comme le fait le dictionnaire, plateau horizontal soutenu par 3 ou 4 supports et sur lequel on peut manger, écrire, etc., j'ai le sentiment d'atteindre l'essence de la table et je me désintéresse de tous les accidents dont elle peut s'accompagner, forme des pieds, style des moulures, etc. Mais ce n'est pas là percevoir, c'est définir. Quand au contraire je perçois une table, je ne me désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table. Et c'est la façon chaque fois singulière dont elle porte son tableau, ou son plateau veux-je dire. C'est le mouvement unique, depuis les pieds jusqu'au plateau qu'elle oppose à la pesanteur, voilà ce qui m'intéresse et qui fait chaque table distincte de toutes les autres. Il n'y a pas de détail ici, fibre du bois, forme des pieds, couleur même et âge de ce bois, graffiti ou écorchure qui marque cet âge, rien qui soit insignifiant, et la signification table ne m'intéresse qu'autant qu'elle émerge de tous les détails qui l'incarnent. Or, si je me mets à l'école de la perception, je me trouve prêt à comprendre l'œuvre d'art, car elle est, elle aussi, une totalité charnelle, où la signification n'est pas libre, pour ainsi dire, mais liée, captive de tous les signes, de tous les détails qui me la manifestent. De sorte que, comme la chose perçue, l'œuvre d'art se voit ou s'entend, et qu'aucune définition, aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup à titre d'inventaire, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et directe que j'en prends. Cela n'est pas si évident d'abord, car enfin, la plupart du temps, un tableau représente, comme on dit, des objets. Souvent, un portrait représente quelqu'un dont le peintre nous donne le nom. Après tout, pourrait-on dire, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches indicatrices dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie ou vers le quai? Ou encore à ces photographies exactes qui nous permettent d'examiner l'objet en son absence et en retiennent tout l'essentiel. Si c'était vrai, le but de la peinture serait le trompe-l'œil, et sa signification serait toute hors du tableau, dans les choses qu'il représente, dans le sujet. Mais c'est précisément contre cette conception que toute peinture valable s'est constituée et que les peintres luttent très consciemment depuis 100 ans au moins. D'après Joachim Gasquet, Cézanne disait que le peintre saisit un fragment de nature et le rend peinture absolument. Il y a 30 ans, Braque écrivait plus clairement encore que la peinture ne cherche pas à reconstituer un fait anecdotique,
mais à constituer un fait pictural. La peinture n'est pas une imitation du monde, mais un monde pour soi. Et cela veut dire que dans l'expérience d'un tableau, il n'y a aucun renvoi à la chose naturelle. Dans l'expérience esthétique du portrait, aucune mention de sa ressemblance au modèle réel. Ceux qui commandent des portraits les veulent souvent ressemblants, mais c'est qu'ils ont plus de gloriole que d'amour de la peinture. Même quand ils travaillent sur des objets réels, le but du peintre n'est jamais d'évoquer l'objet même, mais de fabriquer sur la toile un spectacle qui se suffit. La distinction souvent faite entre le sujet du tableau et la manière du peintre n'est pas légitime, parce que, pour l'artiste, tout le sujet est dans la manière dont le raisin, la pipe ou le paquet de tabac sont constitués par le peintre sur la toile. Voulons-nous dire qu'en art, la forme seule importe et non ce qu'on dit? Nullement. Nous voulons dire que la forme est le fond. Ce qu'on dit et la manière dont on le dit ne sauraient exister à part. Nous nous bornons en somme à constater cette évidence, que si je peux me représenter d'une manière suffisante, au moins dans ses traits généraux, d'après sa fonction, un objet ou un outil que je n'ai jamais vu, par contre, les meilleures analyses ne peuvent me donner le soupçon de ce qu'est une peinture dont je n'ai jamais vu aucun exemplaire. Il ne s'agit donc pas, en présence d'un tableau, de multiplier les références au sujet, à la circonstance historique s'il en est une qui est à l'origine du tableau. Il s'agit, comme dans la perception des choses mêmes, de contempler, de percevoir le tableau, selon les indications muettes de toutes parts que me donnent les traces de peinture déposées sur la toile, jusqu'à ce que toutes, sans discours et sans raisonnement, se composent en une organisation stricte où l'on sent bien que rien n'est arbitraire, même si l'on est hors d'état d'en rendre raison. Guy Petit-Demange, c'était Merleau-Ponty en 1948 dans ses causeries. L'œuvre d'art comme totalité charnelle. Et il dit que l'œuvre d'art, la peinture surtout, ne célèbre jamais d'autres énigmes que celle de la visibilité. Elle donne existence visible à ce que la vision profane croit invisible. C'est la montagne elle-même qui, de là-bas, se fait voir du peintre, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est elle qui l'interroge du regard. Et qu'est-ce qu'il demande, le peintre, justement, à la montagne? Et il dit de dévoiler les moyens, rien que visibles, par lesquels elle se fait montagne sous nos yeux. Voilà, quelle conception de... Ce sont les arbres qui me parlent. Ah oui. Ouais. Le texte qu'on vient d'entendre, oui. Il est absolument... Il est magnifique, hein, c'est bon il est tellement clair que chez Merleau-Ponty l'art, aussi bien la peinture que la littérature, Proust, Claudel, et bien d'autres, Valéry, est capital. Hein. Ça n'a rien d'ornemental, si vous voulez, évidemment. Alors, quand vous le disiez, je crois on pourrait résumer presque enfin pas résumer, mais condenser un peu la position de Merleau-Ponty sur l'art. La première chose, c'est que l'art est le type même de ce qu'il appelle la parole opérante, c'est-à-dire quelque chose qui, d'une certaine manière, fait surgir ce qui n'existait pas avant. Hein. Le philosophe, il peut développer au fond quelque chose en lui-même. L'art, par la perception, que ce soit dans le roman, que ce soit dans la peinture, fait surgir quelque chose qui n'existe que par lui, qui n'existe véritablement que par lui. La genèse secrète et fiévreuse des choses. Voilà, exactement. Et selon un style, ce qu'il appelle une déformation cohérente. Alors, la chose la plus importante que vous disiez, la montagne qui se met à vivre, c'est que l'art, enfin, et ça dans l'œil et l'esprit, c'est magnifiquement exprimé, comme dans les pas sur Proust, c'est que l'art est la figuration concrète la plus parfaite du chiasme qu'est la chair. C'est-à-dire que l'art nous montre nous fait voir dans le travail de l'artiste, que la montagne, les autres, etc., sont des choses vivantes d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est pas du tout un reflet, l'art. Je ne peins pas dehors. C'est plutôt le dehors qui, dans son mouvement, me sculpte.
d'une certaine manière. C'est le dehors qui me fait me créer moi-même, qui me fait découvrir en moi des choses toutes nouvelles. Et une des choses les plus étonnantes chez Merleau-Ponty, là, c'est que l'art suscite le désir. C'est-à-dire, l'art, d'une certaine manière, je suis voyant, mais je suis vu aussi. Il a cette phrase, il revient comme ça sur cette espèce de vieux terme, le monde me regarde. Ben, le monde il y a quelques belles pages aussi sur le miroir, justement. Exactement, oui. Le narcissisme. Oui. Et bien, c'est que finalement, l'art suscite en moi le désir d'être vu, d'une certaine manière. L'art suscite le désir. Pourquoi? Parce que l'objet qui est donné à peindre, mettons la montagne, c'est quelque chose de vivant, qui me regarde, qui me sollicite, qui me fait sortir de moi, qui d'une certaine manière, m'ouvre vers elle. Et ça, je crois que c'est vraiment une sorte enfin, ce serait lamentable de dire que c'est une illustration de ce que Merleau-Ponty appelle par la chair, mais c'est, pour ainsi dire, je sais pas moi, le modèle parfait, parce que de ce qu'il appelle au fond la perception, et un rapport au monde qui est autre que celui de la science, qui est autre que celui du monde habituel, et ce rapport au monde comporte tout, c'est-à-dire il me suscite moi-même, il suscite cette dimension ontologique qui me fait deviner la profondeur des choses, c'est-à-dire jamais la montagne n'est la même pour Cézanne. Il recommande des dizaines de fois une montagne qui est toujours autre. D'une certaine manière, c'est la vie même du tout et de l'être, et de moi dans l'être. Il dit toute technique est technique du corps, elle figure et amplifie la structure métaphysique de notre chair. Oui, exactement. Voilà. Ben, justement. Oui. C'est-à-dire que il reprend cette idée de Cézanne que la nature est à l'intérieur, c'est-à-dire que qualité, lumière, couleur, profondeur, qui sont là devant nous, n'y sont pas parce qu'elles éveillent un écho dans notre corps, mais parce que nous les accueillons. Exactement. Et parce que nous les accueillons, et que par elles-mêmes, du coup, elles nous reconduisent à cette chose si essentielle chez Merleau-Ponty, à la dimension de l'être, à l'énigme de l'être, à l'énigme du monde présent devant nous. C'est-à-dire que il y a un mystère du monde, ou une énigme, une vie, une vitalité du monde, il y a quelque chose de... Et c'est ça, au fond, la métaphysique, c'est pas rejoindre quelque chose d'autre, c'est être en relation avec ce qu'il appelle, toujours appelé chez lui, quelque chose de caché, d'une certaine manière. Et alors, est-ce qu'on peut dire, Guy Petit-Demange, que l'esthétique, c'est une théorie de la vérité ? En tout cas, elle est peut-être pas une théorie de la vérité, mais enfin, elle est, si je peux dire, le poteau indicateur de ce que peut être la vérité. Chez Merleau-Ponty, sans aucun doute. Je veux dire, il a par exemple cette formule, je l'avais notée en pensant à ce que quand même, cette formule dans L'œil et l'esprit, page 71, c'est quand même pas loin d'une approche de la vérité. L'art est la présentation sans concept de l'être universel. Ah oui. Donc c'est bien la présentation de l'être universel selon un mode propre qui est celui c'est pas avec des concepts, mais c'est en est la présentation. C'est-à-dire que d'une certaine manière on peut pas revenir au-dessus. Merci beaucoup Guy Petit-Demange, merci. À lire de Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, et puis ce très 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 joli livre, très beau, L'œil et l'esprit, le tout chez Gallimard, et puis votre livre aussi, où vous parlez de Merleau-Ponty, Philosophe et philosophie du XXe siècle, Guy Petit-Demange, et qui est paru au Seuil. Et nous on se retrouve après un peu de musique avec Étienne Gruot. Bonjour Étienne Gruot. Alors, pour interpréter le visible et l'invisible, vous avez dit sortir de l'ombre et fuir la lumière. Avec l'évidence aveuglante, trompe l'œil et tape à l'œil,
et l'homme invisible en troisième point. Ah, le visible, c'est tout ce qui manque à la radio, mais en même temps, l'invisible, c'est peut-être tout ce qui fait son charme, ou comme on a pu dire, écoutez, ça n'a rien à voir. Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ces mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Eh oui, je demande à voir pour savoir. Fais voir un peu, je crois ce que je vois. Le visible passe pour le critère de vérité. L'évidence, ça crève les yeux. La réalité, ça saute aux yeux. Faire comprendre, c'est éclairer, mettre en lumière, donner à voir. Le vrai s'inscrit dans la lumière, ce qu'indique l'idéal de lucidité. À l'inverse, le refus de savoir est refus de voir. Aveuglement, obscurantisme ou cécité de ceux qui sont devant la vérité comme la chauve-souris devant l'éclat du jour, dit Aristote. Le privilège de la vision, c'est son instantanéité. Elle est immédiate comme la lumière. La vision a tout d'une révélation éblouissante qui ne suppose aucune réflexion. Le visible, c'est l'indiscutable. En droit, sinon en fait, rien ne se dérobe à la vue. L'invisible, c'est du potentiellement visible, comme ces infiniment petits ou infiniment grands qui ont finalement été conquis par le microscope ou le télescope. Il suffisait d'habiller l'œil nu. L'invisible n'existerait donc pas positivement. Il ne peut être qu'une vue de l'esprit qui peut prendre deux formes, la pathologie délirante ou la métaphysique dogmatique. Le délirant prétend voir ce qui n'existe pas. Le métaphysicien affirme exister ce qu'on ne peut pas voir. Dans le premier cas, c'est l'emprise du voyant sur le visible. L'esprit halluciné est en proie à des fictions, aux fantasmes de son imagination. Il installe son obsession en lieu et place du réel, comme en surimpression. Le métaphysicien, lui, si violemment rejeté par Kant, serait plutôt du genre illuminé. Le métaphysicien en dit plus qu'il n'en sait. Il table sur l'imperceptible et il s'essouffle à poursuivre des objets transcendants, c'est-à-dire hors de toute expérience possible. Mais au fond, chacun dans son genre. Le spirit, le voyant, l'astrologue, le métaphysicien sont des enthousiastes, des visionnaires aveuglés. La métaphysique est ce saut de l'ange de la pensée qui plane dans un au-delà inaccessible. À ce qu'on ne voit pas, on ne peut guère que croire. Mais alors, la sagesse populaire est bien étrange, qui commence par dire « je ne crois que ce que je vois », pour s'empresser d'ajouter que l'habit ne fait pas le moine et que les apparences sont trompeuses. Approchez, venez voir les phénomènes de foire, l'enfant tronc, la femme calamar, l'homme honnête, le plus bizarre. Effroyable erreur de la nature, Dieu lui-même commet des bavures, que les âmes sensibles renoncent, tremblez, vous allez voir des monstres. Approchez, venez voir les phénomènes de foire, l'enfant tronc, la femme calamar, et l'homme honnête, le plus bizarre. De 900 kilos qui se déplace en roulant sur le dos, un lilliputien de 20 cm qui grimpe sur une chaise pour se gratter la tête. Approchez, venez voir les phénomènes de foire, l'enfant tronc, la femme calamar et l'homme honnête, le plus bizarre. La femme à barbe et l'enfant sauvage, le géant de 3 mètres, la fille à 2 têtes, l'homme invisible dont vous ne verrez que la cage, et bien sur la vedette, j'ai nommé l'homme honnête. Attention aux effets de fascination, de sidération du visible. Il faudrait peut-être renverser la formule. Je ne vois que ce que je crois. Voir, c'est juger sans en avoir l'air, car le visible n'est jamais si instructif qu'il y paraît. Le réel est toujours en trompe-l'œil, erreur d'essence, illusion d'optique. Le témoignage des sens ne fait pas encore sens. Comme un film, le réel se laisse voir, mais il doit être jugé en permanence. C'est l'exemple donné par Husserl. Objectivement,
Malheureusement, d'un cube, on ne perçoit jamais que 3 surfaces. C'est moi qui juge que c'est un volume en interprétant les lignes obliques comme des lignes de fuite, comme l'indice d'une profondeur. Il faudrait dire avec Descartes que ce n'est pas l'œil qui voit, mais que c'est l'âme qui juge. Je dois bien admettre cette activité permanente et implicite de mon esprit dans la moindre perception. Toute vision suppose donc un point de vue, mais la vision, curieusement, vise bien au-delà du visible, car, rigoureusement parlant, le visible se limite au seul présent. La perception mobilise pourtant ces 2 yeux de l'esprit que sont la mémoire et l'imagination. Si nous discernons dans le visible un air de déjà vu ou de jamais vu, c'est que nous avons la faculté de revoir en pensée ce qu'on ne voit plus pour reconnaître quelque chose, et c'est la mémoire. Et de même que l'homme revoit ce qu'il ne voit plus par le souvenir, il peut prévoir ce qu'il ne voit pas encore par l'imagination, faculté d'anticipation et d'extrapolation. Ainsi, dans toute perception, la part de l'invisible est immense. Si je m'en tenais à ce que je vois, je devrais être aujourd'hui encore géocentriste puisque je vois le soleil se lever, je le vois passer au-dessus de moi, je le vois se coucher. De même, je penserais que l'homme qui s'éloigne de moi rapetisse à vue d'œil. Si donc l'œil est un miroir du réel, cette fenêtre ouverte suppose encore un spectateur. Il suffit pas de voir, il faut regarder. Mais en même temps, l'œil qui voit ne peut se voir en train de voir. Il y a bien une réalité immatérielle et pourtant bien consistante, c'est celle de l'esprit. Voltaire plaisante là-dessus en disant qu'un raisonnement n'est ni long, ni large, ni haut, ni solide, ni pointu. Mais pourtant, un raisonnement s'impose. Bien sûr, l'idée d'une chose n'est pas cette chose, elle n'a pas la consistance d'une soupière, mais elle résiste de toute son objectivité. On ne fait pas ce qu'on veut avec les lois de l'esprit. On pense en mathématiques si on veut, mais on ne pense pas ce qu'on veut. Ceux qui disent que les idées n'existent pas sont un peu comme ces yeux aveugles dans lesquels on ne peut pas mettre la lumière, dirait Platon. Alors bien sûr, l'idée de chien n'aboie pas, comme disait Spinoza, mais elle n'en est pas moins une chose mentale. Et cette résistance commune aux choses sensibles et aux choses intelligibles nous exposera toujours au risque de chosifier les idées, de les hypostasier, comme on dit un peu techniquement, c'est-à-dire de les réifier, de les installer dans un monde à part, de se figurer qu'elles existent dans un monde intelligible, comme soutenait Platon. Mais d'un autre côté, l'entendement pur a toujours besoin de montrer pour démontrer, pour visualiser l'invisible. Par exemple, Freud a besoin de spatialiser le psychisme comme une maison. Il la figure dans des lieux, des topiques, comme il dit. Ainsi, la conscience est comparée à une salle de séjour, le préconscient à un vestibule et l'inconscient à une sorte de cave où l'on se perd. En tout cas, il faut en finir avec le mythe de la réalité brute qui en mettrait plein la vue à un œil innocent. Non, la vision est rencontre du visible et de l'invisible. Elle suppose l'œil et l'esprit. Le sens objectif par excellence. Elle tient son objet à distance en attendant de le tenir à sa merci. Derrière la volonté de tout voir et de tout savoir, une volonté de pouvoir. La fascination pour la visibilité, pour la lisibilité des situations relève d'un fantasme d'emprise. Tôt ou tard, l'amour du pouvoir impose son fantasme de transparence, surveiller et punir. On torture un homme en lui laissant la lumière 24 heures sur 24. Big Brother invente le panoptique de Bentham, analysé par Foucault. Cette prison modèle où un seul gardien peut inspecter en permanence toutes les cellules et il peut voir sans être vu. Ce voyeurisme encore se retrouve dans la pathologie du jaloux allergique au secret. Tu me caches sûrement